Alors aujourd'hui, on se penche sur le projet de société de Romuald de Ouagani. C'est un plan assez détaillé pour le futur du Bénin et on va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre sa vision et ses ambitions. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va s'intéresser à l'homme derrière ce plan. Ensuite, on verra quel est le grand défi que le Bénin doit relever selon lui. Après ça, on plongera dans les détails de sa proposition, sa révolution territoriale et les piliers de bien-être. Et on finira par ce qu'il nomme la promesse de l'architecte. Alors, pour bien saisir la portée du projet, c'est important de comprendre qui est l'homme qui l'a imaginé, au-delà de son image publique. On a souvent cette image de lui, celle du technocrate, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui a vraiment forgé sa vision? Quel est son parcours? Eh bien, tout commence à Lokossa avec une enfance béninoise assez classique. Il s'avère être un élève brillant, ce qui le mène à faire ses études en France, à Grenoble. De là, il traverse l'Atlantique, devient expert comptable chez Deloitte aux États-Unis, une belle carrière internationale. Et puis, c'est le retour au pays, en 2016, pour prendre le poste de ministre des Finances à seulement 39 ans. Bon, maintenant qu'on a vu le parcours, voyons le problème central, le défi auquel son projet veut s'attaquer. Et c'est un paradoxe en fait. Le constat de Ouadani est simple. Le Bénin a fait des progrès économiques vraiment impressionnants, c'est un fait. Mais cette prospérité, elle n'est pas encore arrivée dans toutes les maisons, dans tous les foyers. Pour lui, le combat doit se concentrer sur ce qu'il appelle l'extrême pauvreté. Il en donne une définition très précise. C'est le manque de 5 choses essentielles. La nourriture, l'eau potable, l'accès aux soins, un logement décent et un emploi. Il qualifie cette situation de réalité intolérable pour bien trop de monde. Et ce ne sont pas que des statistiques. Il raconte une anecdote personnelle qui l'a visiblement marqué. Il dit « J'ai rencontré un jeune homme, titulaire d'une licence en sociologie, sans emploi depuis 3 ans. Son dernier repas remontait à plus de 24 heures. La réalité de l'extrême pauvreté n'est pas loin de nous, elle est juste ici. » Ça met vraiment un visage sur le problème. Alors, face à ce constat, quelle est la solution proposée? Attention, ce n'est pas juste une petite politique en plus. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est une restructuration complète de l'action de l'État. Le cœur de son plan, le voici. Une nouvelle structure territoriale. L'idée est de créer 6 grands pôles de développement régionaux. On a donc Atakora-Donga, Borgou-Alibori, Zou-Colline, Plateau, Atlantique Littoral et Mono-Koufo. Chaque pôle serait autonome, avec son propre plan de développement, vraiment basé sur les forces et les spécificités locales. Et pour que ça fonctionne de manière équilibrée, chaque pôle devra se développer sur 4 grands axes communs. L'agriculture, l'industrie, le tourisme et l'innovation. Le but, c'est de créer un écosystème économique qui soit complet, partout sur le territoire. Bon, cette grande architecture, c'est une chose. Mais concrètement, dans la vie de tous les jours, ça donnerait quoi? Comment ça se traduirait pour les gens? Prenons l'agriculture, un secteur clé. L'objectif est énorme. Actuellement, le rendement moyen pour le maïs est d'environ 1 tonne par hectare. Le plan vise à le faire passer à 5 tonnes par hectare. C'est une multiplication par 5. Pour y arriver, l'idée, c'est de fournir aux agriculteurs un pack complet, avec des outils, des semences de meilleure qualité, de la formation, bref, tout ce qu'il faut. Et derrière ça, il y a ce qu'ils appellent un nouveau contrat social pour les agriculteurs. Le mécanisme est assez simple. L'État aide à produire beaucoup plus. En retour, une partie de ce surplus est prélevée. Et les revenus générés par ce surplus servent à financer la couverture santé et la retraite de l'agriculteur. C'est un système qui s'autofinance et qui pourrait, à terme, couvrir 3 millions de travailleurs agricoles. Passons à la santé. Là, il y a une mesure phare, un principe qui se résume en 2 mots. Soigner d'abord. Qu'est-ce que ça signifie? C'est simple. Pour toute urgence vitale, un hôpital ou un centre de santé aura l'obligation de commencer les soins immédiatement. Avant de parler de paiement, avant de remplir des papiers. La priorité absolue, c'est de soigner. Pour les petits entrepreneurs, il y a aussi une promesse très concrète. 48 heures. C'est le délai maximum promis pour qu'un prêt à une petite entreprise soit approuvé et décaissé grâce à une nouvelle plateforme financière nationale. On fait la demande en ligne et en moins de 2 jours, l'argent est sur le compte. Ça peut changer beaucoup de choses. La culture n'est pas oubliée, loin de là. Le projet veut créer un nouveau statut pour les artistes. L'idée, c'est de leur garantir une sorte de salaire mensuel pour qu'ils puissent se concentrer sur leur art sans l'angoisse financière. Et en plus, de leur fournir un accompagnement professionnel pour les aider à faire connaître leur travail à l'international. Évidemment, tout ce projet ambitieux ne peut pas tenir debout sans une fondation solide. Et cette fondation, c'est la sécurité nationale, la stabilité et l'intégrité. Sur le plan de la sécurité, 3 priorités sont mises en avant. Premièrement, équiper les forces de défense avec des technologies modernes. Deuxièmement, rendre les polices municipales vraiment opérationnelles, surtout dans les communes frontalières qui sont en première ligne.
Et troisièmement, renforcer la coopération avec les pays voisins, parce que la sécurité, ça se gère ensemble. Et pour porter tout ça, il y a un engagement qui se veut personnel. Il le formule ainsi: je servirai avec intégrité, avec courage, avec constance. C'est la promesse de mettre en œuvre ce plan avec la même rigueur qu'on lui a connue quand il était ministre des Finances. Au final, on se retrouve avec un plan extrêmement détaillé, très structuré, un vrai plan d'architecte, on pourrait dire. La vision est claire. La grande question qui reste, c'est celle-ci. Est-ce qu'un plan si méticuleux, conçu par un technocrate, peut réellement se transformer en une réalité vécue et orchestrer la prospérité partagée pour toute une nation? C'est tout l'enjeu,